Bonjour Emmanuel. Salut Henri. Je vous demande pas si ça va parce que j'ai vu votre billet. Je sais que ça va pas très fort quand même, hein. Oui, mais enfin, on se remet petit à petit. Ouais, je sais pas si on peut se remettre de ce genre de choses. Tout au moins, on fait bonne figure, Henri. Ouais. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que, bon, vous avez été quand même très malmené. Et très malmené pourquoi? Alors, finalement, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit, oui, il y a de la fraude fiscale ceci, la fraude fiscale cela. Alors, moi, je voudrais dire à ceux qui ont la gentillesse de nous écouter, objectivement, la fraude fiscale, ça n'existe pas. Moi, j'en ai pratiquement pas vu, ou très peu, c'est assez marginal. Pourquoi c'est marginal? Parce qu'il y a d'abord presque plus d'argent liquide. La plupart des gens, que ce soit au restaurant ou ailleurs, vous voyez, ils payent avec des cartes. Enfin, D'ailleurs, il n'y a plus de pourboire. Oui, depuis qu'on très paye peu de avec les pourboire. cartes. Et donc, si vous voulez, il y a matériellement, les conditions de la fraude fiscale sont rares, telle qu'elle est définie et telle qu'elle est poursuivie par nos fameux agents du fisc. Mais Donc, qu'est-ce qu'on appelle une fraude fiscale? Parce que le commerçant qui travaille 17 heures par jour, ou quoi que ce soit, et effectivement, il est payé en liquide de temps en temps et il déclare pas tout. Bon, c'est ça qu'on appelle une fraude fiscale. oui, mais mais par rapport à quoi? voilà, Par rapport à son non, travail? c'est très par à la rapport à- marge. Disons que cette fraude fiscale Voilà, qui est c'est- très à la marge, Ça représente rien. elle n'est pas plus importante que la journée de maladie qui est prise alors qu'elle ne devrait Voilà. pas être prise. Tout ça, ce sont des petites choses. C'est pas ça qui va inverser le cours de notre société. Donc, cette fraude fiscale, c'est une espèce d'épouvantail que l'on agite pour en fait prélever un surimpôt. Pour piller. Pour piller, pour prélever un Non, c'est surimpôt pour sur piller. les gens. Alors, il faut voir la personnalité des gens. Regardez Cazeneuve. Alors Cazeneuve, c'est assez intéressant parce qu'on va faire un petit parallèle là. Cazeneuve, il vient juste d'être nommé au ministère de l'Intérieur. Il arrive, toujours pareil, bien peigné, ses lunettes, tronche Belle de premier de la cravate. classe, tronche de premier de Oui, la oui, classe. Et il nous dit, c'est épouvantable, le GI, nos jeunes partent en Syrie. Bon, très bien. Alors, oui, probablement que quelques jeunes partent en Syrie. Il n'y a pas besoin qu'ils nous expliquent qu'on sait que dans une population de 60 millions d'habitants, il y a toujours eu quelques fous qui ont envie d'assassiner, de tuer. Bon, peu importe. Alors avant, on les mettait dans la Légion, mais ils vont sévir dans les balles, ils donnent un coup de couteau à droite à gauche. Enfin, ces violences, hein, il y en a. Bon, ils partent en Syrie, une poignée. Mais Bon. qu'ils y aillent. Alors, ils partent en Syrie. Une fois qu'ils partent en Syrie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les plus idéalistes, les plus couillons, eux, ils sont tués dans les 15 jours. Donc cela, on n'en parle plus. Il y a deux ou trois un peu vicieux, malins, qui effectivement doivent arriver à continuer à faire la guerre. C'est une extrême minorité. Alors qu'est-ce qui se passe? Cazeneuve, lui, c'est intolérable. Alors c'est intolérable pourquoi? C'est intolérable parce que je suppose qu'il doit se faire engueuler quand il va quelque part discuter avec un ministre des Affaires étrangères ou quand il essaie de faire la paix en Syrie, on doit lui dire oui, mais vous envoyez des djihadistes, vous faites rien. Enfin, je suppose que c'est ça le problème. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là quand même que je veux mettre le doigt, c'est là que c'est important, hein, parce que c'est là que vous allez voir qu'il y a un parallèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous allons arrêter les djihadistes. Alors, on lui dit, bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur enlever leur passeport? Ah ben non, ça on ne peut pas. Vous allez les empêcher de revenir en France quand une fois qu'ils sont partis là-bas? Ah ben non, ça on ne peut pas non plus. Qu'est-ce que vous allez faire? On va dire à leurs parents de les dénoncer. Non, c'est-à-dire que la méthode pour arrêter les djihadistes, la méthode employée par Cazeneuve, c'est la délation dans la famille. Alors je ne sais pas s'il a une famille, M. Cazeneuve, mais dans les familles, il n'a peut-être pas fait des repas le dimanche de famille, mais dans les familles, il y a des tensions. Vous savez qu'il y a des courbes qui disent que les crimes, les viols, et tout ça, c'est la majorité, à 80%, c'est en famille que ça se passe. Donc vous imaginez, dans une famille, je suppose que chez les musulmans, c'est comme chez les catholiques, c'est comme chez tout le monde, c'est-à-dire dans les familles, il y a des tensions fortes. Donc voilà tout d'un coup que le cousin va pouvoir dénoncer son cousin en allant dire aux flics de service, ben ouais, mon cousin, je crois qu'il est djihadiste. Vous voyez où il parle, le gamin? À partir du moment où tout d'un coup on a dit au commissariat ou ailleurs, ou à un RG quelconque, ou un éducateur, je lui dis, je crois qu'il s'intéresse aux djihadistes, alors il y a Cazeneuve qui arrive, et puis poum, qui lui saute dessus. Donc ça veut dire que si vous voulez, pour une poignée de djihadistes qui vont probablement partir quoi qu'il arrive, il va répandre une terreur dans toutes les familles et il va avoir effectivement sans doute des milliers de suspects. C'est le principe qu'on a sur la route pour quelques fous du volant. On a des milliers de gens suspectés d'être des fous du volant.
Voilà. Ça, c'est ça la délation, et c'est exactement comme ça que fonctionne la surveillance fiscale, enfin les contrôles fiscaux. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps des dénonciations bidons avec des gens qui fondent sur leur proie et puis qui les ratatinent totalement pour en arriver au résultat que vous exposez avec beaucoup de pudeur, puisque quand même vous avez mis 6 mois à raconter ça, parce qu'il y a 6 mois qu'on se connaît maintenant, et ça ne doit pas être facile, parce que c'est jamais facile de raconter. Non, mais enfin, je voulais quand même que ces gens là-haut de la dictature fiscale s'aperçoivent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi? C'est une machine presse-bouton, c'est de la délégation de pouvoir. Alors il y en a un qui fait le contrôle fiscal et puis qui vous assassine. Et après, ça passe de bureau en bureau. C'est aseptisé jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de responsable. Voilà, c'est une machine qui ne s'arrête pas. On ne peut pas arrêter cette machine, parce que même si vous faites des procès et que vous gagnez, ils s'en foutent, et ils s'acharnent, et il n'y a personne pour arrêter cette machine. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, cette machine, moi je pense qu'on pourrait les appeler les FF, c'est-à-dire les fascistes fiscaux. Alors vous savez, le fascisme, bon, tout le monde sait ça, c'est une époque très précise, c'est Mussolini, c'est en Italie, c'est quelque chose de très spécifique, c'est pas un terme qu'on peut employer n'importe comment, mais il y a une caractéristique très importante, c'est que le fascisme italien arrive après le libéralisme du 19e siècle, les droits de l'homme, le libéralisme, l'individu qui prime. Tout d'un coup arrive donc Mussolini qui dit tout par l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. C'est-à-dire que l'État devient l'être suprême auquel les individus doivent... C'est Big Brother. Big Brother avant la lettre. C'est ça le fascisme. Hein. Donc si vous voulez, je pense que à travers la fiscalité, je pense que le monde occidental, je pense que c'est pas spécifique à nous, parce que je pense que le monde occidental est devenu fasciste au niveau de la... Parce qu'on voit bien, récemment, il y a eu des jeunes de l'État, de l'ENA, qui ont été interviewés, et moi j'ai été stupéfait. Ces jeunes ont dit, nous ne nous sentons pas au service des Français, nous nous sentons au service de l'État. Mais c'est tout à fait ça, de toute façon. Non mais, attendez, oui. L'État c'est une abstraction. L'État c'est une association que les gens, en principe volontairement, font entre eux pour défendre un certain nombre de choses. Mais ça ne peut pas aller plus loin. C'est pas un personnage, l'État, c'est une fiction, ça. Il n'y a pas d'existence, l'État. Quand Mussolini dit « je représente l'État », en fait, il ne représente que lui-même. Ça n'existe pas de représenter l'État. L'État, c'est un ensemble de gens qui décident de faire quelque chose en commun. Il n'y a personne ne peut représenter l'État. Et quand quelqu'un dit « je suis au service de l'État », on n'est pas au service de l'État, on ne peut être qu'au service des autres. Ça ne peut pas exister comme ça. Donc, on est quand même très engagé dans cette idée fasciste de l'État, comme étant carrément un personnage. Et ça nous engage, le pas d'après, c'est le totalitarisme. Et Hannah Arendt, dans son livre Le système totalitaire, explique que le totalitarisme est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a une prétention à s'étendre mondialement. Or, la fiscalité, c'est ce qui nous arrive. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent, nos grands argentiers du monde occidental? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tous les pays doivent être soumis à notre fiscalité. Tous les pays doivent nous donner le nom, le compte en banque des gens. Tous les pays nous sont redevables des informations qu'ils ont par rapport à notre fiscalité, c'est-à-dire notre fiscalité et la fiscalité mondiale. Ça aussi. Oui, enfin, il y a des énormes différences entre les fiscalités des pays. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les Français s'en vont. Oui, mais voilà, mais c'est quand même le droit des populations de faire ce qu'ils veulent de leur fiscalité. Donc on sent bien qu'il y a une hégémonie de la fiscalité occidentale qui, peu ou prou, est à peu près la même partout, c'est-à-dire entre 50 et 70% des revenus. Il y a une hégémonie tendant à dire, oui, la fiscalité mondiale doit toucher à hauteur de 50-70% tous les revenus. Mais ça aussi, c'est une fiction, parce que ça suppose que derrière, cet argent soit employé donc, par un État et qui va devenir omniprésent, qui va complètement sortir de son cadre. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est totalement aberrant. Et
on perd de vue l'homme et on en arrive à la situation que vous vivez, qui est quand même une situation de destruction totale, parce que quand même, vous avez des enfants jeunes, vous avez été ruiné volontairement par des gens qui ont fini par reconnaître que vous ne deviez que le quart, le tiers, Oui, enfin, mais qui n'exigeaient pas que vous deviez, qui n'exigeaient que le quart de ce qu'ils exigeaient initialement, en oubliant simplement au passage qu'entre-temps, par leur système, vous avez été ruiné. Bon, on s'aperçoit petit à petit, parce que évidemment, on a du mal avec notre blog à fédérer beaucoup de gens, parce que ce blog donne l'impression d'évoquer des problèmes personnels, et il y a une difficulté pour le rendre complètement public qui est liée au fait que la plupart des gens à qui ça arrive, vous avez mis 6 mois quand même à finalement faire part de votre émotion profonde. Moi aussi j'ai mis des années avant de créer ce blog, qui ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si vous n'étiez pas venu apporter votre énergie et votre travail à ce blog. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc moi, vous m'avez quand même motivé. Et effectivement, on voit bien qu'il y a quelques commentaires, il y a des gens qui viennent, mais qu'ils n'ont pas trop envie de raconter, parce que soit ils ont réussi à se réinsérer dans la vie, puis ils veulent essayer de plus entendre parler, soit ils n'ont pas réussi à se réinsérer, et à ce moment-là, ils sont profondément meurtris, ils sont ruinés, en principe ils ont perdu leur femme, ils ont tout perdu, enfin la plupart c'est quelque chose de dramatique, hein. Et donc c'est très, très difficile à expliquer. Donc nous aimerions que vous fassiez tourner ce blog, ceux qui le regardent, la vidéo, de manière à ce que les gens comprennent que c'est simplement en exprimant ce qui leur arrive, en exprimant, en témoignant, qu'on finira par montrer à quel point ce système est en déséquilibre total. Oui, mais de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une... Bon, les gens sont indifférents. D'abord, ils sont à la limite contents. C'est pas eux qui ont pris, donc surtout ne disant rien. Et puis, de toute façon, le fisc, vous n'allez pas l'émouvoir. C'est une véritable machine. On ne peut pas émouvoir une machine. Donc, on est vraiment, malgré tout, coincé. On est coincé. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Alors, effectivement, on court le risque de ne pas arriver à émouvoir cette espèce de structure qui prend comme nom État, et qui en fait est donc un organisme totalitaire qui s'est mis en place, peut-être même à l'insu des gens qui sont à l'intérieur. Peut-être on ne peut pas. Peut-être on peut, parce que les exemples précédents, les grands exemples de ce type de choses à l'échelon mondial, ça a été donc effectivement d'une part l'Allemagne avec Hitler, d'autre part la Russie avec Staline, et aujourd'hui je pense que c'est l'Occident avec le fisc. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment l'outil totalitaire qui sévit sur le monde, qui prend la liberté des gens, qui prend leur travail, qui les vole, qui les pille, c'est le monde occidental à travers la fiscalité. Ça, c'est une certitude. Mais ça a occasionné aussi la chute de l'Empire romain. Voilà. Oui, non, mais complètement au niveau des impôts. On est bien d'accord. C'est quelque chose qui est devenu, qui existe cycliquement depuis des milliers d'années, mais les choses ne se reproduisent jamais exactement comme elles étaient la fois d'avant, parce que là aujourd'hui il y a Internet. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut vous parler, c'est parce qu'il y a Internet. Ah oui, sinon ça n'existait pas. Bon, donc ça peut être donc il y a deux sorties possibles. La première sortie, c'est une sortie par prise de conscience. C'est peut-être ce que peut apporter Internet. C'est ce qu'a apporté en son temps, qui a été un des vecteurs de la révolution, c'est l'imprimerie. Donc aujourd'hui, peut-être que l'Internet peut nous permettre d'avoir une prise de conscience, mais sans quoi ça fera faillite, tout simplement. De toute façon, ça ne peut que faire faillite. De toute façon, si vous voulez, on va en arriver à la chose simple que je voulais. De toute façon, quand il n'y aura plus personne à tondre. Oui, bien sûr, puisque l'argent qui est pris aux individus est ensuite disparaît dans une espèce de trou noir et on ne le revoit nulle part. Il ne faut pas penser Absolument. que. Non. Alors, il en reste un petit peu, mais très peu, et donc il n'y a pas la marge qu'il faut pour que ça continue à faire marcher le système. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est que toujours on explique
tout le monde a sa solution, tout le monde a... Et alors on a un problème de sémantique, on a un problème de langage, parce qu'on finit par plus comprendre les mots. Alors on a d'un côté le libéralisme, on a de l'autre côté donc les libertariens, enfin, il y a tout un tas de vocabulaire, chacun pense qu'avec un vocabulaire il va régler le problème. Et en fait c'est pas un problème de vocabulaire, moi je crois qu'on pourrait essayer de simplifier, parce que je voudrais qu'on arrive chaque fois, à chaque cas, qu'on arrive à revenir à l'essentiel, à l'initial. C'était un peu la force, en son temps, de l'Église qui avait séparé les choses, le bien et le mal. Il y avait Adam, et puis Adam, il avait fait un péché, et puis alors on a parlé de ce péché. Oui, mais c'était la faute d'Ève. Hein. Voilà, ouais. Si, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est parce que vous êtes macho. Donc, Adam fait un péché, on rentre dans un monde où le bien, le mal, etc. Bien. Donc ça a permis, cette différence entre le bien et le mal, ça a permis pendant des siècles aux gens de fonctionner en disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Alors, moi je crois qu'on peut arriver à un système un peu binaire comme ça, extrêmement simple, qui permet de rattacher tout, c'est de bien prendre conscience que, parce que le conflit c'est entre l'État et les individus. Donc il y en a qui pensent c'est mieux l'État, il y en a qui pensent c'est mieux les individus. Moi je pense qu'il n'y a pas de liaison entre l'État et les individus, parce que ce sont deux choses différentes. L'État, c'est la force, et les individus, l'économie, c'est le consentement. Si vous réfléchissez, vous ne pouvez pas mêler les deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer faire un État avec un consentement de tous ses membres. C'est impossible. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu, que dès dès que la démocratie s'engage comment dire, vous savez, quand on vote dans la proportionnelle, excusez-moi, dès qu'on s'engage dans la proportionnelle, si on va au bout de la proportionnelle, on arrive à des chambres ingouvernables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État cherche le consentement, il finit par ne plus exister. Le consentement est la mort de l'État. C'est-à-dire que l'État, à un moment donné, doit s'imposer, donc il doit employer la force, donc il a une légitimité pour la force. Donc à partir du moment où l'État emploie la force et où c'est sa fonction définitive, il ne peut plus se mêler des choses individuelles. Parce que ça devrait être un interdit, parce qu'on sait qu'il va utiliser la force et que chaque fois qu'il utilise la force, ça va aller évidemment contre des convictions intellectuelles, donc il ne peut l'utiliser que pour des choses très précises, ce qu'on appelle l'État régalien, qui sont nécessaires à tout le monde. La justice, l'armée, la police. Ensuite, l'économie, c'est le consentement. Si dans l'économie, on vous oblige à acheter quelque chose, si on vous oblige à vendre quelque chose, c'est plus d'économie. Et ça ne peut pas durer non plus. On ne peut pas vous obliger à acheter quelque chose, on ne peut pas vous obliger à vendre quelque chose, on ne peut pas vous obliger à fabriquer quelque chose. L'économie, ça est basé sur le consentement. Et chaque fois qu'il y a introduction de la force dans l'économie, il y a erreur. Donc, si vous voulez, il suffit de réfléchir en termes, savoir si les choses que l'on observe sont du ressort de l'État ou du ressort de l'individu, et ensuite de voir si la force ou le consentement ont été employés. Et on sait par exemple que le capitalisme, effectivement, sous certaines façons, est extrêmement critiquable parce qu'il fait alliance avec l'État pour utiliser la force dans l'économie. Et à partir du moment où il utilise la force dans l'économie, ben, on est sûr que ce qu'il fait, ça ne va pas aller comme il faut. On peut être sûr que ce n'est pas bien. Donc, je pense que ce système, on en reparlera très souvent, parce que quand on analyse les choses, si on les analyse sous simple regard, l'État, c'est la force, l'économie ou l'individu, c'est le consentement, je pense que c'est une clé suffisante pour pouvoir lire les événements, l'actualité, etc., tout ce qui se passe, et pouvoir essayer de mettre chaque chose à sa place. Voilà ce que je voulais... C'était une très belle démonstration, Henri. Vraiment, elle était passionnante. Et donc, là, c'est l'heure, hein, parce qu'on va déborder. Ouais. Eh bien, on se reverra prochainement, hein, n'est-ce pas, À la semaine pour prochaine, soit bien continuer sûr. ou trouver un autre sujet. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.